sur notre antenne. On en parlera avec nos invités également en plateau. Bonjour William Tay, vous êtes président du think tank Le Millénaire, spécialiste des questions de la droite. Bonjour également Jackie Isabello, spécialiste de communication politique, cofondateur de l'agence Coriolink. Et puis Elisa Bertolomé du service politique de BFM TV est également avec nous. On va tout d'abord prendre la direction de la Mutualité. Exactement, pour rejoindre notre reporter Alexis Cuvillier. On a vu tout à l'heure, Alexis, que la salle a commencé à se remplir largement donc, dans cette maison de la Mutualité, dans le 5e arrondissement de Paris. Même si, et vous le disiez Alexis tout à l'heure, il y aura moins de monde que prévu, évidemment, avec cette épidémie de Covid. 1 millier de personnes attendues, des élus et des cadres du Parti des Républicains autour donc, de Valérie Pécresse. Oui, c'est ça, et vous l'entendez, l'ambiance est en train de monter. Je suis avec la sénatrice Alexandra Borchio-Fontimp. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, il y a eu une réunion à huis clos des dirigeants du Parti Les Républicains. Vous avez été nommée directrice déléguée de la campagne de Valérie Pécresse. C'est un geste fort parce que vous étiez proche d'Éric Ciotti, vous, dans cette campagne. Vous êtes heureuse de rejoindre l'équipe de Valérie Pécresse aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est essentiel aujourd'hui que chacun des candidats puisse incarner et défendre ses valeurs. J'ai eu l'honneur de diriger la campagne d'Éric Ciotti. On a fait une formidable campagne qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de nos militants. Donc ce geste symbolique est assez fort de Valérie Pécresse de vouloir me faire travailler aux côtés de Patrick Stefanini. Donc on travaillera ensemble également avec les 3 autres directeurs de campagne qui seront des directeurs de campagne adjoints. Et on travaillera ensemble pour mener à bien cette campagne. On voit que Valérie Pécresse, elle met beaucoup d'énergie depuis sa victoire pour faire ce rassemblement. C'est que c'était pas aussi naturel que ça au départ, ce rassemblement ? Disons qu'on a quelques stigmates de la primaire de 2016. On voit que Christian Jacob, dès le début de ce congrès des Républicains, a souhaité faire de l'unité vraiment la valeur essentielle. Donc je trouve ça tout à fait naturel aujourd'hui que notre vainqueur du congrès, en l'occurrence donc Valérie Pécresse, veuille poursuivre justement cette unité. C'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui a fait sa réussite. Donc poursuivons tous ensemble ce travail. On sait très bien que quand on travaille ensemble, on ira plus loin. Vous êtes déçue en tant que militante des Républicains qu'il ne puisse pas y avoir aujourd'hui cette grande fête qui avait été annoncée, porte de Versailles, avec des militants de la France entière. Là, on sait que c'est un comité restreint aujourd'hui. Alors déçue, non, parce qu'il y a beaucoup de ferveur aujourd'hui. On réunit nos cadres, on a réuni nos cadres ce matin, cet après-midi, nos militants. On y retrouve quand même beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme, ce qui n'enlève rien donc à tout cet enthousiasme lié à cette campagne. Je crois qu'il faut être responsable. Il y a des conditions sanitaires, des règles sanitaires à respecter. Nous ne voulions pas prendre le risque de rassembler plus de 10 000 personnes dans un même lieu. Ce n'est que partie remise. Nous le ferons en temps voulu, probablement après les fêtes. En tout cas, nous sommes au travail. Et dès lundi, nous serons tous rassemblés pour élaborer et peaufiner le projet présidentiel. Merci beaucoup, Madame Borchio-Fontimp. On attend la prise de parole de Valérie Pécresse dans une dizaine de minutes maintenant. Merci Alexis Cuvillier avec Antoine Suaton du côté donc de la maison de la Mutualité dans le 15e arrondissement de Paris. Elisa Bertolomé, on vient de le voir, ça y est, d'avoir cette confirmation de la bouche même d'Alexandra Borchio. Elle devient donc la directrice déléguée de la campagne de Valérie Pécresse. C'était la directrice de campagne d'Éric Ciotti. Cette nouvelle constitution d'équipe, ce nouvel organigramme autour de Valérie Pécresse, composé de tous les directeurs de campagne de ses anciens rivaux LR, ça veut dire quoi? C'est ça aussi qui doit montrer cette union de la famille LR? Ah bah oui, ça se voit aujourd'hui sur 2 points. D'abord ce meeting, cette réunion publique qui est organisée à la Mutualité avec les cadres du parti qui permet d'afficher cette union autour de la candidate et puis le dévoilement de cet organigramme qui tombe à point nommé, hein, on va le dire. À penser que ça serait fait exprès, il n'y a qu'un pas qu'on peut franchir aujourd'hui puisque on l'apprend donc que tous les anciens directeurs de campagne des anciens adversaires de Valérie Pécresse sont bien inclus dans cette équipe de campagne. Il y a volonté ici de la part de la candidate des Républicains de ne pas refaire la même erreur que François Fillon en 2016. On vient d'ailleurs entendre Madame Borchio le dire. Hein. On avait quelques stigmates de 2016. À l'époque, le candidat était parti bille en tête sans prendre le temps de faire l'union autour de lui. Jackie Isabello, il y a eu une folle semaine pour Valérie Pécresse avec ses sondages, notamment le sondage ELAB pour BFM TV qui a placé Valérie Pécresse en 2e position au premier tour avec 20% des voix et battant Emmanuel Macron au second tour. Est-ce qu'il faut y voir l'effet du Congrès ou est-ce que ça va plus loin que ça? Il se passe vraiment quelque chose autour de Valérie Pécresse? C'est un effet désignation et c'est un effet surprise également. Et puis c'est un effet aussi pour l'électorat de droite parce qu'elle n'était pas favorite. Et l'électorat de droite se prend à croire que la victoire est possible contre Emmanuel Macron. Et c'est sans doute un des messages que Valérie Pécresse va faire passer à son parti parce que ce sont
sont des partis extrêmement hiérarchisés. Ce ne sont pas ces fameux partis gazeux, comme on parle par exemple Mélenchon. Et donc à droite, il faut que ce soit très militaire. Et donc il faut embrigader tout le monde, alors que vous avez vu que dans la famille de droite, vous avez quelques élus comme le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, qui lui incarne une droite dite gaulliste sociale, qui dit ça tire trop à droite, il faut essayer de réunir tout le monde, mais qui a dit je suis encore dans cette famille-là. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis si Valérie Pécresse ne clarifie pas sa position, je ne voterai pas pour elle. Voilà, tout à fait. Donc c'est des messages quand même assez forts. Hein. Il a utilisé des termes de honte dans les journaux, et notamment, je crois que c'est chez vous, chez Apolline de Malherbe, où il a utilisé ce thème-là. Et puis il faut également aussi que Valérie Pécresse, eh bien, pardon de l'expression qui est assez masculine, mais fende un peu l'armure. Parce que les gens ne la connaissent pas. Les gens ne savent pas que Valérie Pécresse, elle est allée en URSS, qu'elle connaît le Japon. Elle parle le russe Qu'elle parle tout à fait russe. On a essayé de faire parler arabe, Laurent Wauquiez, lors de la précédente élection d'ailleurs. On verra si elle peut nous donner quelques mots à l'endroit de M. Poutine. Donc il faut qu'elle fende l'armure, et je pense qu'elle va faire passer un message à ses troupes pour essayer de mieux se faire connaître de tous ces gens qui vont aller militairement, encore une fois, les anciens RPR, l'ancienne UMP, c'est très organisé sur le terrain pour aller distiller la bonne parole, et puis eh bien, montrer que c'est organisé assez simplement, parce qu'elle va voir M. Larcher, elle va revoir Bruno Retailleau, elle va voir l'ensemble des grands leaders, elle va voir François Baroin. Donc déjà, on sent qu'avant les fêtes, eh bien, les différentes cartes postales et les différents messages vont pouvoir être distillés avant que la campagne se mette en place à la rentrée. William Tay, justement, sur quelle thématique pourrait s'appuyer cette campagne de Valérie Pécresse? On va en savoir un peu plus forcément dans quelques minutes avec ce discours, mais on se souvient que la semaine dernière, il y avait une petite brouille avec Éric Ciotti. Valérie Pécresse avait déclaré qu'elle ne reprendrait pas tous les points de programme d'Éric Ciotti dans le sien. Est-ce que ça veut dire que sur les questions régaliennes, où elle s'est beaucoup droitisée, on va dire, par rapport à auparavant, elle va rester quand même sur une ligne assez droitière? Est-ce qu'elle va également peut-être aborder plus de thématiques de société? Ce qui s'est joué avec Éric Ciotti, c'est en fait, quand on regarde les deux programmes, c'est que les deux s'inspiraient beaucoup de François Fillon. Donc c'était très libéraux sur les questions économiques et très forts sur les questions régaliennes. Et en fait, là où ce que doit jouer Valérie Pécresse, c'est ce qui explique sa montée, c'est qu'elle prend à la fois des électeurs Fillon qui étaient tentés par un vote Zemmour et Le Pen, et de l'autre côté, une partie du vote Macron. 4 points chez Zemmour et Le Pen, et environ 2 à 3 points chez Emmanuel Macron. Donc en fait, la difficulté pour elle, c'est d'avoir des positions qui sont fortes d'un côté, tout en perdant aucun point de l'autre. Et c'est là la grande difficulté pour Valérie Pécresse. Je pense qu'elle va rester vraisemblablement sur une ligne François Fillon, mais ça ne suffira pas à gagner, parce qu'en fait, une ligne François Fillon vous permet d'atteindre entre 18 et 20% des électeurs, mais ça ne vous permet pas de gagner, d'être certain de se qualifier au second tour et de gagner au second tour face à Emmanuel Macron. Dans ce cas, il faut s'élargir sur 2 types d'électorats qui sont précis. C'est les électeurs intermédiaires et populaires, et Valérie Pécresse a une autre faiblesse, c'est l'électorat jeune, où elle fait un score qui est très faible auprès des moins de 35 ans, environ 9% des intentions de vote, et c'est les catégories intermédiaires et populaires, environ 12% d'intentions de vote. Pour atteindre 20 à 25% d'électorat, il faut au moins qu'elle fasse 15% à 20% dans ces deux catégories. Donc vraisemblablement, quand on lit les déclarations de Patrick Stefanini, elle va essayer d'élargir son champ tout en dénaturant pas son projet, parce que ce serait vu comme un cas de trahison, et Éric Zemmour et Marine Le Pen diraient que Valérie Pécresse en profiterait pour trahir les électeurs LR comme Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy l'ont fait. Donc elle va vraisemblablement entrer dans ces deux champs. Je pense que sur les questions économiques et sociales, en lisant ce qu'elle a vraisemblablement dit, elle va mettre ça sur le paquet sur l'égalité des chances et la méritocratie. Et l'autre volet pour atteindre les électeurs de Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est vraisemblablement, elle couplera, comme l'a fait François Fillon en 2016, les questions régaliennes sur une question de protection de la civilisation française. Élisa Bertholomé, il y a aussi la position d'un homme qui peut avoir son importance, celle de Nicolas Sarkozy, qui n'a toujours pas soutenu Valérie Pécresse et qui aujourd'hui, chez nos confrères de RTL, indique qu'il prendra position le moment venu. Donc, oui. Voilà. Ah bah, Nicolas Sarkozy, il se fait désirer, hein, puisque bien sûr, il n'a pas encore donné son avis, sa position dans cette pré-campagne, même si il a été voté lors du Congrès Les Républicains, puisqu'il a toujours sa carte au Congrès Les Républicains. C'est un peu le soutien que tout le monde attend à droite, finalement, puisqu'il a encore un poids politique très fort. Nicolas Sarkozy, sur les militants de droite, c'est quand même une figure, il incarne quelque chose. Donc, en fait, pour lui, il y a finalement un double enjeu. Il ne veut pas parler trop vite, parce qu'il a ce statut d'ancien chef de l'État, c'est ce qu'il dit d'ailleurs chez nos confrères d'RTL. Lui, il veut être utile avec ce statut-là, il veut encore pouvoir profiter de ce statut pour donner des conseils ou discuter avec Emmanuel Macron si le président actuel en a besoin. S'il affichait son soutien tout de suite à une candidate comme Valérie Pécresse, par exemple, ça deviendrait compliqué de conseiller, même officieusement, Emmanuel Macron. Donc il attend un petit peu de cette manière-là. Et puis surtout, c'est un poids tellement fort, Nicolas Sarkozy, à droite, qu'il faut que ce soutien intervienne, s'il soutient bien Valérie Pécresse, au bon moment dans la campagne. Il
faut pas qu'il arrive trop tôt, il faut pas qu'il arrive trop tard. C'est ce qui permettrait pour la candidate de réenclencher une dynamique si elle en avait besoin. Donc il monnaie encore un peu ce soutien. Il reste un petit peu en retrait. Personne n'est dupe. On sait très bien qu'il suit tout ce qui se passe à droite de très très près, tout ce qui se passe aussi du côté de la Macronie de très très près également. Mais en attendant, Jacques Isabello, est-ce que cette mise en retrait, cette attente de Nicolas Sarkozy pour se prononcer sur la candidature de Valérie Pécresse, est-ce que ça ne lui est pas un peu préjudiciable à la candidate? Parce qu'on a l'impression que si c'était un oui franc, il l'aurait déjà fait. Je vais vous faire la version du Yang. Nicolas Sarkozy, il a plein de qualités, mais il est très rancunier. Et ça, on le sait, et il y en a qui l'ont payé des années après, parce qu'il a du talent et qu'il a gagné l'élection la plus importante. Et il n'a pas oublié qu'en 2016, cette famille qu'il a recomposée, elle lui a dit... Comme les Français ou même les Anglais l'ont dit à Churchill, merci, au revoir. Et ça, il ne l'a pas digéré, Nicolas Sarkozy, quelque part. Donc il reste des sarkozystes. Il les voit quand il fait ses conférences, quand il fait ses livres. Mais de manière générale, cette frange-là, je pense que la confiance s'est un petit peu cassée avec lui et qu'il a l'intention quand même de dire aux dirigeants, les Républicains, vous ne pouvez rien faire sans moi et on va attendre le temps qu'il faudra pour voir si je vais mouiller. Vous savez que sa proximité avec Emmanuel Macron, plus personne n'a à la prendre. Elle est assez importante et il va en jouer. Parce qu'un Nicolas Sarkozy qui déciderait de ne pas apporter son soutien, eh bien, ça pourrait donner du poids à des forces centrifuges en interne de la famille qui pourraient décider, si jamais la campagne de Madame Pécresse ne continuait pas de progresser, d'envoyer des signes pour un éventuel second tour avec d'autres candidates ou candidats qui, eux aussi, peuvent prétendre à un deuxième tour qui, aujourd'hui, est extrêmement ouvert. Et donc Nicolas Sarkozy, il va y aller très précautionneusement en laissant entendre qu'il n'a pas oublié ce qui s'est passé en 2016. Le discours de Valérie Pécresse est dans quelques instants. Vous voyez ces images en direct de la Maison de la Mutualité dans le 5e arrondissement de Paris. William T, on peut s'attendre à ce que Valérie Pécresse reprenne quelques propositions de ses anciens rivaux à ce congrès. Lesquelles, à votre avis? Qu'est-ce qu'elle va aller piocher à droite, à gauche? Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle proposition exacte elle va prendre, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est en train de donner des qualités spécifiques à chacun des candidats. Elle a dit que Xavier Bertrand incarnait la lutte contre la fracture territoriale et sociale, que Michel Barnier avait une grande vision sur l'Europe, et Éric Ciotti était une sorte de Charles Pasqua de la droite. Donc vraisemblablement,